Est-ce que tu serais d'accord pour dire que tu es une personne avec un caractère plutôt réfléchi, cérébral, modeste, sensible, méditatif, sérieux, contemplatif, introspectif, doux, calme, pudique, solitaire et parfois réticent à prendre des risques? Si c'est le cas, tu es probablement un discret ou, plus joliment dit, un introverti. Depuis tout petit, je me suis toujours senti différent des autres, comme si je n'étais pas vraiment à ma place. J'ai évolué dans ce monde extraverti en cherchant ma propre place, et j'ai dû attendre mes 30 ans pour la trouver. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur mon tempérament. Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à être à l'aise au sein d'un groupe et qu'en même temps je peux avoir une conversation passionnante avec un ami proche, échanger avec lui pendant des heures sur les sujets qui nous passionnent, qui nous animent? Pourquoi est-ce qu'au contact du monde extérieur, je suis très vite épuisé mentalement et physiquement? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de solitude pour me recharger? Pourquoi le silence est mon meilleur ami alors que la plupart des gens le fuient et ont peur de lui? Pourquoi je ne supporte pas les conversations banales et recherche toujours la profondeur dans mes échanges avec les autres? Et pourquoi suis-je toujours en quête de sens? Je ne le savais pas encore, mais un livre va me permettre de répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Ce livre, comme tu l'auras deviné, c'est celui de Susan Cain, La force des discrets, dont je vais te parler aujourd'hui. Mais avant ça, découvrons ensemble la 4e couverture. Cette couverture nous dit: notre société valorise de plus en plus les caractères extravertis. Pour réussir, il est bon d'être sociable, charismatique et de savoir travailler en équipe. A l'inverse, le discret est souvent moins apprécié et ne semble pas adapté aux défis actuels. C'est à cette discrimination, dont elle fut elle-même victime, que s'attaque ici Susan Cain. Son propos, qui s'appuie sur des études menées dans différentes disciplines et des exemples célèbres, Chopin, Darwin, Gandhi, Bill Gates, démontre les qualités, aussi précieuses que méconnues, des introvertis. Force de concentration, capacité d'analyse, sens de l'écoute, créativité, etc. Forte de son expérience et de ses consultations en entreprise, l'auteur offre également des outils efficaces pour aider adultes et enfants à mettre à profit leur personnalité. On va commencer ensemble le résumé du livre La force des discrets de Susan Cain. C'est un résumé que je te fais par rapport à ce que j'ai préféré dans le livre. Le but, c'est pas de tout te raconter, d'aller trop dans les détails, mais de te donner envie de le découvrir par toi-même en te donnant les grandes idées, ou si tu n'as pas le temps de le lire, voilà, tu vas déjà apprendre certaines choses ici. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est que je pense que le titre du livre en français a été très bien choisi parce que le titre original n'a pas vraiment le même sens, la même connotation. Donc en français, ils l'ont traduit le titre principal, La force des discrets, et non pas La force des introvertis. Et le sous-titre, c'est Le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard. Pourquoi je pense qu'ils ont bien fait ça? Parce que, en fait, le mot discret, il y a beaucoup plus de personnes qui vont se reconnaître comme étant justement des personnes avec un tempérament assez discret, alors que ces mêmes personnes ne diront pas forcément qu'elles sont introverties, parce que justement le mot introverti est encore mal connu, il y a encore des stéréotypes négatifs qui sont liés à ça. Pour moi, le mot introverti, il est hyper positif et je le trouve très beau maintenant que je connais vraiment beaucoup plus en détail ce qu'il y a derrière. Mais dans la conscience collective, introverti, c'est encore un truc un peu négatif. Donc, ils auraient pu faire La force des introvertis. D'ailleurs, il y a un livre de ce nom-là, mais le fait de le nommer La force des discrets, je pense que ça a permis d'atteindre un public encore plus large. Et voilà, ce livre, ça a été un best-seller international et je pense qu'en
Je pense qu'en France, il s'est bien vendu aussi, vu il est disponible en livre de poche. Je connais pas les chiffres de vente, mais je pense qu'il a eu son succès et il est sorti en octobre 2014 pour son édition française. Le livre, il est structuré en 4 grandes parties et on va voir ensemble les différentes parties. La première partie, c'est sur l'idéal extraverti. La deuxième, c'est sur l'impact de la biologie, donc tout ce qui est un petit peu études scientifiques, tout ce qui se passe dans le cerveau. Troisième partie, c'est le pouvoir de la douceur. Et la quatrième partie, comment aimer, comment travailler. Donc vraiment, le livre est découpé comme ça. Ce que je dois te préciser, c'est que ce livre est vraiment... c'est pour mieux comprendre l'introversion d'un point de vue culturel. Donc... c'est pas l'histoire de Susan Cain, c'est pas sa vie d'introverti, mais c'est vraiment qu'est-ce que c'est l'introversion, comment d'un point de vue culturel l'Amérique a changé, puis le monde entier a changé. On est passé sur un caractère beaucoup plus personnel, alors qu'avant, voilà, on était plus centré sur des valeurs de famille, de partage, de collectif. Maintenant, c'est plus l'individu qui compte. Donc, elle explique bien un petit peu toutes ces différences et c'est vraiment l'angle culturel qui est mis en avant dans ce livre. On peut mieux comprendre la transition qu'il y a eu, comment l'introversion est vécue, comment ça se passe dans le cerveau. Il y a énormément d'études scientifiques dans ce livre. Je reviendrai plus tard là-dessus. Susan Cain est partie à la rencontre de beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup d'échanges avec des psychologues, des thérapeutes, des chercheurs, des spécialistes. Donc c'est super intéressant. Elle a vraiment été chercher les personnes les plus pointues dans leur domaine. Toutes les personnes qui avaient fait des grandes études sur l'introversion, elle est partie les rencontrer. Donc de ce point de vue-là, c'est super intéressant, parce que ça permet d'aller un petit peu plus en profondeur. Avant de te parler des points que j'ai vraiment retenus et qui me semblent importants à te partager, je voulais te dire les grandes idées, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans ce livre, La force des discrets. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que déjà, c'est mon tout premier livre sur l'introversion. C'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup, comme je suis introverti et maintenant j'aide les introvertis à accueillir leur tempérament. Voilà, je fais beaucoup de vidéos sur ce sujet. Donc, premier livre que je découvre sur l'introversion et j'ai pas été déçu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je l'ai lu 2 fois pour l'instant et je pense que je pourrais le relire à nouveau une 3e fois un peu plus tard. C'est un livre qui est passionnant du début à la fin. C'est-à-dire que ça change tout le temps. Voilà, chaque chapitre t'emmène dans un autre univers totalement différent. Tu t'ennuies pas vraiment et même si tu pourrais t'ennuyer sur un des chapitres, ben, le suivant va t'emmener dans un autre univers. Donc c'est vraiment un livre agréable à lire du début à la fin. Et si tu le commences, normalement tu vas aller jusqu'au bout. Il est très varié, très riche en informations. Il y a beaucoup d'informations et parfois même un peu trop. Donc ça, je te dirai dans les points que j'ai pas trop aimés. Je t'en parlerai un peu plus. Le choix des personnalités interviewées, super choix, vraiment des personnes de très grande qualité, comme je te disais. Ça aide vraiment à mieux comprendre l'introversion. Si pour toi le terme introversion, introverti, c'est encore assez vague, quand tu vas lire ce livre, tu vas vraiment beaucoup mieux comprendre ce que c'est. Alors, l'introversion, il n'y a pas une définition universelle où tout le monde est d'accord là-dessus. C'est plus des caractéristiques assez générales où la plupart des personnes qui ont fait des études sont d'accord là-dessus. Donc, un introverti, c'est une personne qui va plutôt rechercher le calme, le silence, d'être dans son univers pour se recharger, pour recharger ses batteries, tandis qu'un extraverti, lui, va plutôt chercher des stimulations extérieures. L'introverti, il apprécie le contact des autres, mais tout ce qui est stimulation extérieure, au bout d'un moment, ça le fatigue assez vite et il est sensible à tout ça. Donc, ça, c'est une définition qui revient très souvent et qui permet de comprendre très rapidement. Et le dernier point, c'est que ça permet en fait de réaliser la force, et c'est dans le titre, la force des discrets, la force des introvertis.
Euh, En tant qu'une personne avec ce tempérament introverti, on a une force à l'intérieur de nous et même si depuis tout petit on se sent en décalage avec la société, on se sent inadapté, pas à notre place, en fait on a beaucoup de qualités, on a beaucoup à apporter au monde, donc ce livre il met tout ça en lumière. Ce que j'ai moins aimé, c'est justement qu'il y a peut-être trop d'informations, trop d'études, trop de résultats des recherches scientifiques. Presque dans chaque chapitre, il y en a, donc à un moment, ça peut paraître trop, mais en même temps, ça assure de la crédibilité au livre et ça permet d'avoir des ressources pour aller plus loin, ceux qui veulent aller encore plus en profondeur. Mais voilà, de mon côté, c'était limite, c'était un peu trop. Je ne l'ai trouvé pas assez personnel, c'est-à-dire que Susan Cain, elle a mis tout son cœur dans ce livre et il est génial. Mais je trouve que ça manque en fait d'histoire personnelle. J'aurais aimé un petit peu savoir comment elle a vécu sa vie d'introvertie. Elle nous raconte quelques anecdotes, mais elles sont vraiment très minimes. Il y en a pas beaucoup, donc pas assez personnel. Trop centré sur les États-Unis, donc ça c'est presque normal. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très 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 axé sur la culture américaine, sur la culture des États-Unis. Et il manque peut-être aussi des conseils pour les introvertis, des conseils concrets pour mieux vivre leur introversion. Sinon, en dehors de ces points-là, c'est un livre que je recommande et qui est vraiment super. Le début du livre commence avec l'histoire de Rosa Parks et si tu connais pas Rosa Parks, je pense que tu en as forcément déjà entendu parler. Je t'avais fait une vidéo sur elle, donc je te remets un lien vers cette vidéo si tu veux la découvrir. Elle nous rappelle que l'aspect le plus important de la personnalité, en fait, c'est le score que tu vas avoir sur l'échelle introversion-extraversion. Donc tu peux imaginer une ligne droite, d'un côté l'introversion extrême, de l'autre côté l'extraversion extrême. Au milieu, les ambivertis. Voilà. Où est-ce que tu te places sur cette échelle? Et selon l'endroit où tu vas être sur cette échelle, justement, ça va avoir un impact assez conséquent sur ta vie, sur tes expériences, sur tout ce que tu vas vivre en tant qu'introverti ou extraverti. On se rend compte que l'introversion, c'est quelque chose qui est très 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 étudié en psychologie de la personnalité. Donc la psychologie de la personnalité, c'est tout ce qui est justement étude des différents tempéraments. Voilà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Fabienne de la chaîne justement Psychologie de la personnalité. Je te mets un lien vers sa chaîne et peut-être qu'on va prochainement collaborer ensemble. Pour moi, c'est la référence sur YouTube. C'est une des meilleures chaînes francophones qui parlait des introvertis et maintenant, plus généralement, elle parle vraiment de la psychologie de la personnalité. C'est passionnant. Donc, on voit que c'est un domaine très très étudié et il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont justement prouvé qu'il y a des réelles différences entre un introverti et un extraverti. C'est pas juste comme ça, on voit qu'ils sont différents, mais c'est des études très approfondies, des images du cerveau. On a vraiment vu les différences donc, dans les circuits cérébraux, dans les neurotransmetteurs et dans notre système nerveux central. Tout ça a été constaté avec des machines, avec des études, avec des recherches. Donc voilà, il y a clairement une différence entre un cerveau d'introverti et un cerveau d'extraverti. On ne fonctionne pas de la même façon. Et elle nous rappelle qu'environ un tiers des Américains seraient introvertis. C'est un chiffre assez important étant donné que les États-Unis sont une nation très 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 extravertie. Donc, si un tiers des Américains sont introvertis, ça veut dire que en Europe, ce serait peut-être la moitié de la population qui serait introvertie. La première partie du livre est dédiée à l'idéal extraverti. Donc, c'est le fait qu'on évolue en fait dans un monde qui est fait pour les extravertis. Je t'en avais parlé récemment dans une vidéo justement que je te mets ici. Donc, depuis qu'on est petit, on évolue dans un monde où tout est fait pour les extravertis. C'est toujours eux qui sont mis en avant. Et parfois, c'est un petit peu pour ça qu'on a du mal à trouver sa place dans la société.
vu que voilà, tout est fait pour un autre tempérament que le nôtre. Elle nous parle vraiment du changement de paradigme qui a commencé dans les années 1920 aux États-Unis. Donc, l'Amérique est passée d'une culture du caractère à une culture de la personnalité. C'est ce que je te disais dans l'intro. Et il y a une grosse tradition du développement personnel qui s'est mis en place. Donc là, Suzanne, qu'est-ce qu'elle va faire dans cette première partie de livre? C'est que elle va voyager dans ce monde extraverti. Elle va rencontrer un petit peu toutes des personnes en lien avec l'extraversion. Donc, elle va partir rencontrer Tony Robbins. Si tu connais pas, voilà, c'est un mec avec un charisme exceptionnel, un grand leader. Il fait des séminaires, des conférences, il écrit beaucoup de livres dans le développement personnel. Et clairement, euh, il est dans l'archétype de l'extraverti extrême. Voilà. Si tu devrais trouver un des mecs les plus extravertis de la planète, bah, ce serait probablement un mec comme Tony Robbins. Donc, elle est partie le rencontrer, elle est partie participer à un de ses séminaires. D'ailleurs, c'est un passage qui est très amusant et j'imagine bien des introvertis dans cet univers. C'est un petit peu bizarre pour nous. Elle est partie aussi à la Harvard Business School. C'est un petit peu la capitale spirituelle de l'extraversion au niveau universitaire américain. Donc, elle a pu un petit peu discuter avec des élèves et constater comment c'est vraiment l'extraversion qui est la norme dans ce genre d'établissement. Elle nous parle beaucoup aussi de la nouvelle pensée de groupe, c'est-à-dire qu'on a changé vraiment tout le système de la société, la façon de travailler. Maintenant, la plupart du temps, on est dans des open space où tout le monde peut se croiser, tout le monde peut se voir, tout le monde peut se parler, où on fait des réunions, des brainstorming, où voilà, on échange à plusieurs sur un sujet. Elle nous prouve d'ailleurs dans ce livre que cette méthode où plein de gens ensemble travaillent sur une idée, qu'en fait ça ne fonctionne pas vraiment et qu'on est plus productif à travailler seul. Donc, on découvre un peu mieux ce qui se cache derrière cette nouvelle façon d'être et de travailler. Et il y a aussi tout un passage avec Steve Wozniak, qui est un des fondateurs de Apple. Et c'est grâce à lui justement qu'on va voir que voilà, un mec comme Steve, lui, il va vraiment être productif, avoir des idées, être un génie en étant seul. Donc, on voit les bénéfices du travail quand tu es en solitaire. Et souvent, les plus créatifs sont souvent des personnes qui sont posées et introverties. On a beaucoup de créativité et c'est en étant seul qu'on peut réussir à la faire sortir. Cette deuxième grande partie du livre va nous faire rentrer justement dans l'univers un petit peu plus scientifique. Et il y a une grande question qui se pose dès le début, c'est que est-ce que l'introversion est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dès la naissance ou est-ce que tu l'acquiers avec tes expériences des premières années? Donc, ça va être une grande question et on va voir au fil des pages pour y répondre. Donc là, on est vraiment dans l'univers biologique, scientifique. Et elle va aller rencontrer Jérôme Kagan. C'est un des plus grands psychologues du développement. Et si tu t'intéresses à l'introversion, tu connais forcément Kagan. Donc, il a fait vraiment une grosse étude avec des bébés. Et il a pu montrer en fait que certains types de bébés allaient devenir des personnes plutôt introverties et d'autres des extravertis. Et ce qui est bien avec cette étude-là, c'est qu'il a suivi en fait les personnes de leur premier mois, donc quand ils étaient bébés, jusqu'à leur âge adulte. Et cette étude, elle est toujours en cours actuellement sur ces mêmes personnes. Ce qu'il a pu démontrer, c'est qu'il y a vraiment des différences visibles au niveau de l'amygdale qui est dans le cerveau. Donc on appelle ça aussi le cerveau des émotions ou le tableau de bord des émotions. C'est cette partie-là du cerveau qui traite les émotions, la peur. Par exemple, si on te lance un frisbee, c'est cette zone-là qui va
te permettre de l'attraper rapidement avant d'en être conscient, ou si tu es en train de te promener et que d'un coup il y a un serpent qui sort de nulle part. C'est aussi cette zone-là qui va te faire réagir très très rapidement. Et qu'est-ce que son étude a montré? C'est qu'en fait, les bébés qui avaient cette amygdale plus réactive, en fait, c'est eux qui vont devenir des individus plus sensibles à leur environnement, donc des personnes plutôt introverties. Et finalement, la question, est-ce que l'introversion c'est inné ou acquis? Kagan il va pouvoir donner sa réponse à Susan Cain d'une manière un peu amusante. Donc il va lui dire que ça revient à se demander si ce qui cause une tempête de neige, c'est la température ou c'est l'humidité. Est-ce qu'on se pose cette question-là? Lui, il dit qu'en fait, c'est la combinaison étroite de ces facteurs qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, oui, il y a des choses qui prouvent que c'est un tempérament inné, même héréditaire, mais c'est pas 100% ça, ou voilà, c'est pas 100% inné. Il y a aussi d'autres paramètres qui entrent en compte, et c'est quelque chose de très complexe, donc on ne peut pas l'affirmer à 100% que c'est inné, même si la plupart du temps c'est présent dès la naissance. De cette réponse nous amène à une autre question tout aussi importante, c'est est-ce qu'on peut vraiment modeler, changer notre personnalité et faire ce que bon nous semble de notre vie? Ça c'est une autre grande question, et ça va venir mettre en avant le rôle du libre arbitre. Donc là, elle va partir rencontrer le docteur Karl Schwartz, c'est le directeur de recherche en psychopathologie du développement. Et en fait, il est en train de poursuivre les études de son mentor, Jérôme Kagan, qu'on a vu juste avant. Lui, il continue avec le même groupe de personnes les études là-dessus. Et il nous dit qu'en fait, oui, on peut modeler notre personnalité, mais pas au-delà d'un certain point. Il y a des limites. Par exemple, Bill Gates ne sera jamais Bill Clinton, et inversement, Bill Clinton ne sera jamais Bill Gates. Ils ont des tempéraments totalement opposés, et ce sera impossible de changer ça. Et il y a une théorie qui a été mise en place, c'est la théorie de l'élasticité de la personnalité. C'est-à-dire que tu peux imaginer comme un grand élastique, ou même les élastiques pour faire du sport maintenant. C'est qu'en fait, on est comme des élastiques au repos, et malgré tous les efforts qu'on peut mettre en place, on ne pourra pas étirer à l'infini sur l'élastique. Il y a un moment où ça va stopper, où on ne pourra pas aller plus loin. Et c'est un petit peu ça la réponse. Et le but, c'est de trouver ton point d'équilibre idéal, de pouvoir trouver ce point d'équilibre dans ta vie. Ensuite, elle va partir rencontrer le docteur Hélène Aron. Je t'en avais déjà parlé, c'est une chercheuse en psychologie. C'est un petit peu c'est elle qui a inventé le terme hypersensible. D'ailleurs, je te remets un lien vers la vidéo que je t'ai fait sur le sujet, sur les points communs entre l'introversion et l'hypersensibilité. Donc là, elle nous rappelle que 70% des grands sensibles, des hypersensibles sont des introvertis. Et là, il y a de nouveau une grande question qui est posée, très intéressante, c'est que si les hypersensibles, si les introvertis ont un mode de fonctionnement un peu à part, comment ça se fait qu'ils ont réussi à survivre à la sélection drastique qui régit l'évolution? Comment ça se fait qu'il y a encore des introvertis, des hypersensibles, si on n'est pas vraiment adapté à cette civilisation? Pourquoi est-ce que la nature nous a conservés? C'est un peu ça la grande question de cette partie-là. En théorie, l'évolution ne récompense pas les plus faibles, mais on va voir que c'est beaucoup plus subtil que ça, et on va le voir à travers en fait les animaux, et on se rend compte qu'il y a un peu plus de 100 espèces du règne animal qui présentent des individus qui sont plutôt introvertis. Donc ça, c'est assez amusant. Il y aurait plus ou moins 20% dans ces espèces, 20% dans chacune des espèces, avec des animaux qui sont plutôt lents au démarrage, qui sont plutôt observateurs, un peu craintifs, et 80% eux qui sont vraiment plus rapides, qui prennent des risques. Ils prennent des risques même sans avoir analysé la situation. On se rend compte dans ces espèces-là que chaque fois c'est
ce pourcentage-là qui est reproduit. Donc 80% on va dire d'extravertis et 20% d'introvertis. Alors pourquoi est-ce que l'évolution a continué de garder ces deux tempéraments et a pas gardé que les extravertis? C'est parce que justement, si ces deux profils d'animaux coexistent, c'est parce qu'ils ont des stratégies de survie qui sont radicalement différentes et qui sont gagnantes dans des circonstances et des époques bien spécifiques. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est les espèces qui sont plutôt introverties qui vont réussir à gagner et à préserver le renouvellement de l'espèce, la continuité de cette espèce. Et parfois, ce sera des extravertis. Mais les deux sont complémentaires et on a besoin des deux. Et la réponse va être apportée par David Sloan Wilson qui va nous dire qu'en fait, il n'y a pas de profil supérieur à un autre, mais une diversité de personnalités que la sélection naturelle a maintenue. Donc voilà, ça veut dire que chacun a sa place et même si tu fais partie que des 20% ou des 50%, toi aussi tu as ta place et tu as un mode de fonctionnement qui est différent des extravertis, mais tu as aussi ta place à prendre, tu as aussi des choses à faire sur cette planète. Et enfin, on voit un petit peu aussi une partie sur comment on métabolise la dopamine de manière différente entre un introverti et un extraverti. La dopamine, c'est un petit peu la sensibilité à la récompense. Donc c'est l'hormone du plaisir. Donc là, clairement, scientifiquement, on voit des différences dans le cerveau entre un introverti et un extraverti. Et elle nous donne l'exemple de Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde et qui est vivant actuellement. Lui, il a clairement le profil type d'un introverti. Et il a réussi à générer des milliards de dollars et à faire gagner énormément d'argent à beaucoup de monde en ayant une posture introverti, observateur, de ne pas prendre de risques. Et il a réussi en étant comme ça malgré tout. Dans cette troisième partie, on va faire un voyage en Asie et on peut se rendre compte que justement, il y a des grosses différences entre les différentes civilisations, les différents pays, les différentes régions du monde. Donc là, l'Asie, c'est clairement une nation introvertie. Et l'Europe, c'est une nation extravertie et les États-Unis, très extravertis. Donc là, elle va partir rencontrer en fait des Américains d'origine chinoise. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. Elle va vraiment pouvoir discuter avec eux et comprendre un petit peu leurs difficultés, leur mal-être. D'avoir cette origine asiatique où c'est l'introversion qui est mise en avant, c'est l'introversion qui est la norme et qui fait partie de leurs valeurs profondes, leurs valeurs intérieures. Et ces personnes-là se retrouvent dans une société qui est hyper extravertie, où c'est l'extraverti qui est mis en avant, qui fonctionne, où il faut être un extraverti. Donc elles vont être un peu déboussolées par rapport à tout ça. Et on va se mettre vraiment dans leur peau à découvrir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur leur parcours de vie. Elle nous parle aussi du concept asiatique du pouvoir par la douceur. Et je trouve ça magnifique, ce concept du pouvoir par la douceur. C'est le fait de diriger par l'eau plutôt que par le feu, de choisir la douceur plutôt que la force. Et il y a une petite citation que j'ai beaucoup aimée qui nous dit que si la cause est juste et qu'on y met tout son cœur, c'est presque une loi universelle. On attirera des gens qui voudront la partager. Le pouvoir par la douceur, c'est la persévérance tranquille. C'est très beau. Et justement, la persévérance tranquille, il y a un homme qui l'a incarné, qui a été très très admiré par rapport à ça. C'est Gandhi. Et elle nous donne l'exemple de Gandhi, elle nous parle un petit peu de son parcours de vie. C'est un humain que j'aime beaucoup aussi et je t'en reparlerai très prochainement parce que j'ai son livre aussi que j'aimerais te partager. Et enfin, la dernière partie, j'ai beaucoup aimé aussi la rencontre avec Brian Little. Elle va en fait cette partie-là va nous montrer, nous prouver que les introvertis peuvent aussi paraître devenir extravertis sur une courte période.
C'est-à-dire que si tu es passionné par quelque chose, si tu es vraiment animé par une force en toi qui est très puissante, que tu as envie de la partager, même si tu es introverti extrême comme moi, comme Brian Little, bah, tu vas pouvoir adopter un comportement extraverti à un certain moment. Brian Little, c'est un professeur qui est adoré par ses élèves. C'est vraiment un mec exceptionnel. D'ailleurs, il y a une conférence sur lui sur YouTube qui est juste géniale, que je t'invite à découvrir ici. Lui, il nous explique ça, que notre vie prend une dimension radicalement différente lorsqu'on est engagé dans une action fondamentale pour nous, fondamentale, un projet qui a du sens, qui est faisable, qui ne cause pas de stress négatif et que les autres encouragent. Donc voilà, si tu as vraiment un message, quelque chose qui te tient à cœur, à certains moments, tu vas devoir avoir des expressions plus extraverties, mais ça ne veut pas dire que tu renies ton introversion, mais tu agis comme ça justement au profit de ton objectif, de ton but. Et ce qui est important, c'est d'avoir un moment où tu vas pouvoir revenir vers toi. Brian Little, lui, il va dans les toilettes pour s'enfermer dans les toilettes pour se recharger un petit peu. Mais ça peut être différent, on n'est pas obligé d'aller dans cet extrême évidemment. Donc là, comme la vidéo est déjà longue et que je veux pas que ça devienne une vidéo super longue, je t'en reparlerai vraiment plus en détail dans une autre vidéo qui va sortir cette semaine. Donc si tu as envie d'être tenu au courant, pense à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu pourras découvrir cette vidéo qui va arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rapidement? Elle va aussi rencontrer un couple introverti, extraverti. Donc là, on va voir un petit peu tout ce qui est lié à l'amour, comment un couple introverti, extraverti fonctionne, comment aider les enfants à pousser, à se développer dans un monde qui ne les écoute pas, un monde qui ne prend pas en compte l'introversion. Donc il y a toute une partie sur les enfants avec des conseils pour les parents et pour les enseignants. Et prochainement, je vais te faire aussi une vidéo sur les enfants introvertis. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as aimé ce résumé de ce super livre, La force des discrets. Je te mets un lien vers le livre dans la description. Je t'invite évidemment à t'abonner, à partager cette vidéo si tu as aimé. Tu peux laisser un commentaire aussi, ça me fera plaisir et ça permettra à la vidéo d'être exposée à plus de personnes. Si tu as envie de découvrir d'autres vidéos que je t'ai fait sur d'autres livres, je te mets un lien vers une playlist où il y a toutes les vidéos lecture. Et si tu es introverti et que tu veux rejoindre notre tribu des introvertis rayonnants, ça se passe dans la description. Tu peux aller sur le site vivreintroverti.com et tu verras, tout est expliqué. À très bientôt.